Alors, vous avez bien réveillonné? Carambolage vous souhaite une bonne année. Vous connaissez les Lebkuchen, ces pains d'épices allemands qu'on mange à Noël? Hayo Kruse nous parle d'un Lebkuchen bien particulier. Tous les petits Allemands connaissent la chanson Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Le conte Hänsel et Gretel dit quelque chose aux enfants français, mais la maison en pain d'épices? Probablement pas. Car le pain d'épices, qui a servi à la construction de la maisonnette de la sorcière, est un bien culturel, matériel et immatériel, typiquement allemand, dont nous sommes particulièrement fiers. Au Moyen-Âge, la fabrication du pain d'épices était le plus souvent réservée aux monastères. Les moines produisaient des hosties, mais aussi de succulents petits pains d'épices qui se conservaient plutôt bien. Pendant la période de Noël, le père Fouettard, l'assistant du Saint-Nicolas, les distribuait aux enfants, enfin pas à tous, seulement aux plus sages. Ces petits gâteaux, qui sentent bon Noël, étaient découpés au couteau ou à l'emporte-pièce et ornés de motifs religieux. Plus tard sont apparus des thèmes profanes et toutes sortes de décorations en sucre. L'apothéose de cette désacralisation, c'est le cœur en pain d'épices. Pas une foire, pas une kermesse, pas un marché de Noël sans une profusion de cœurs de toute taille. Regardez, ils sont de toute beauté, les artistes faisant preuve d'une créativité sans limite. Mais ce qui fait la quintessence de ces cœurs en pain d'épices, ce sont évidemment les inscriptions en sucre d'une rare puissance poétique. En règle générale, ce sont les hommes qui achètent ces délicats objets. Les cœurs sont dotés d'un joli ruban. C'est très pratique pour les accrocher au cou de la promise ou de la bien-aimée. Comment une femme pourrait-elle résister à un joli cœur arborant de telles déclarations? Mon cœur est tout à toi. Super nana, ma super fée, abeille affriolante, tu vaux bien un péché. Embrasse-moi. Un cœur ne se répare pas, prends-en grand soin. Il existe évidemment aussi des modèles pour grand-mère, belle-mère et enfants avec les mots sucrés appropriés. Les moines qui fabriquaient autrefois ces petites douceurs doivent aujourd'hui se retourner dans leur tombe devant tant de frivolité. Mais a-t-il bon goût, ce cœur bariolé? Difficile à dire, et puis, peu importe. Car il est bien rare qu'on les mange, ces cœurs en pain d'épices. Comme ils se conservent bien, ils trônent des années durant sur les commodes et les buffets, à côté des fleurs en plastique, des poupées et autres babioles gagnées au stand de tir. Bref, un trésor de la culture populaire allemande dont nous sommes fiers et que le monde entier nous envie. Prost. Zum Wohl. Prost! Prost. 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 Chin. Chin Chin. Chin. Tschin. Chin. Chin. Chin Chin. Mieux vaut tard que jamais, Mathieu Charrière nous invite à trinquer à la nouvelle année. Mais avec quoi? Avec du champagne ou du sekt? Bonne question. Enfant, je passe souvent les vacances chez ma grand-mère allemande près de Kiel. Ma grand-mère adore inviter ses copines pour jouer aux cartes. Et à chaque fois, elle ouvre une bouteille de Mumm. Je n'en reviens pas. Du champagne. Ça coûte cher, je le sais. Dans ma famille française, on s'offre aussi du Mumm. Mais pas chaque semaine, seulement pour un anniversaire ou à Noël. Alors un jour, je prends mon courage à deux mains et lui demande pourquoi elle est si riche. Ma grand-mère éclate de rire. Ce n'est pas du champagne, mon petit, c'est du sekt.
C'est comme ça que j'apprends que le Sekt allemand et le champagne français, ce n'est pas la même chose. Le champagne est protégé par une appellation d'origine contrôlée. Les raisins proviennent d'une aire d'appellation délimitée dans la région de Champagne et ces bulles s'obtiennent par une seconde fermentation en bouteille. C'est la fameuse méthode champenoise. Pour fabriquer du Sekt, les règles sont moins strictes. On peut importer du raisin depuis toute l'Europe. Et si on veut, on peut faire la prise de mousse dans des grandes cuves. Voilà pourquoi le Sekt coûte moins cher. Mais attention, ne vexons pas les producteurs allemands. Beaucoup d'entre eux choisissent la méthode champenoise, dans ce cas dite traditionnelle, pour produire un Sekt de grande qualité. C'est un certain Georg Christian Kessler qui fonde en 1826 la première manufacture de Sekt à Esslingen, près de Stuttgart. Kessler sait parfaitement comment produire du vin mousseux. Il a travaillé pendant 20 ans en France, au sein de la fameuse maison de champagne Veuve Clicquot. Pour l'instant, sa boisson s'appelle encore Champagner Wein, vin de champagne. Le terme Sekt, lui, n'apparaît qu'au courant du XIXe siècle. Bientôt, d'autres caves de Sekt voient le jour. Burghoff et Schweighardt à Orheim-sur-le-Main, Matthäus Müller à Eltville, Deinhard Sektkellerei à Coblence, Kupferberg à Mayence. Même si le champagne importé de France a toujours la cote. C'est en 1871 que la marche triomphale du Sekt démarre vraiment. Rappelons qu'avant cette date, l'Allemagne est juste un ensemble de principautés liées par des accords commerciaux. Lorsque ces États s'unifient en 1871 pour créer la nation allemande, élan patriotique et préférence nationale vont de pair. Dehors le champagne, vive le Sekt, qui est présenté ici comme la meilleure alternative au champagne français. Quelques années plus tard, toujours dans un contexte d'ébullition nationaliste, l'empereur Guillaume II crée en 1902 sa fameuse Sektsteuer, la taxe sur les vins mousseux, afin de financer une flotte militaire pour hisser l'Allemagne au rang de puissance coloniale et la construction d'un canal entre la mer Baltique et la mer du Nord, reliant les bases navales allemandes. Bouteilles de Sekt et casque à pointe, même combat. Depuis, la consommation de Sekt est complètement rentrée dans les mœurs des Allemands. Mais revenons au Mumm. Pourquoi un champagne et un Sekt portent-ils le même nom ? Eh bien, la famille Mumm, d'origine allemande et installée en Champagne, excelle depuis 1827 dans la production de champagne. Mais la Première Guerre mondiale éclate et Hermann de Mumm doit quitter la France. Son ancien employé de confiance reprend la maison, persuadé que cette grande marque a encore de l'avenir. À Francfort-sur-le-Main, Mumm fonde le Sekt Mumm & Co. Le champagne Mumm enrage. Cela pourrait créer de la confusion chez le consommateur qui ne saura plus s'il boit du Sekt ou du champagne. Pendant des décennies, les deux firmes se livrent une bataille judiciaire sans pitié. Ce n'est qu'en 1964 qu'un accord est trouvé. Le champagne Mumm autorise le Sekt Mumm à porter le même nom si, en échange, la famille renonce à revenir en Champagne. Dont acte. Au fait, la taxe sur les vins mousseux n'a jamais été abolie. Elle apporte à l'État environ 1 euro par bouteille de 75 ml. Une manne de plusieurs centaines de millions d'euros par an qui, a priori, n'est plus utilisée à des fins guerrières. Pop. Plouk. Pop. Pop. Pchit. Ploc. Pouc. Flop. Plop. Pouf. Plop. 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 Pouf. Plop. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Vous trouvez ? Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission
www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la dernière devinette diffusée avant notre pause d'hiver. C'est vrai, ça n'était pas facile. L'indice était le panneau jaune, ici. En Allemagne, la chouette indique que nous nous trouvons dans un site protégé. Nous étions donc en Allemagne.